Diviser. Voilà le mot que les Français choisissent en premier pour décrire l'état de notre pays. Diviser. 71% des Français pensent que nous sommes divisés. 56% des Français pensent même que nous sommes trop divisés et que nous ne pouvons plus avancer ensemble. Alors, évidemment, après les événements des dernières 48 heures, les élections de ce week-end, mais aussi en regardant vos fils de réseaux sociaux, les plateaux des chaînes de télévision en continu, rien d'étonnant à cela. Tout semble nous diviser. La laïcité, l'immigration, le Rassemblement national, la guerre en Ukraine, Israël, Palestine, le climat, tout semble nous diviser. Nous sommes comme face à une France coupée en deux. Une pour, une contre, rien au milieu. Pire encore, on semble face à un phénomène presque tribal que les chercheurs appellent la polarisation affective. La polarisation affective, ça décrit l'hostilité, voire l'animosité qu'on ressent envers un autre groupe, qui peut être politique, social, un autre groupe opposé. Alors, quand on est aspiré par la polarisation affective, gagner devient plus important que tout, quel que soit le sujet du débat. Qu'importe si mon champion dit n'importe quoi, l'important c'est de battre l'autre camp. Je pense que vous voyez tous et tous de quoi on va parler ce soir, on est en plein dedans. Et en apparence, on n'a effectivement plus rien à faire ensemble. Cette préoccupation, je sais que vous la partagez tous et toutes, mais pour moi, elle revêt un aspect un peu plus personnel. En effet, j'ai commencé ma carrière au département des opérations de maintien de l'ONU, de la paix de l'ONU. J'ai passé 5 ans entre la Syrie, le Congo, le Liban et l'Afghanistan. Pendant ces 5 années, j'ai vu de près à quoi ressemble une société qui se délite. Une société qui, poussée par quelques entrepreneurs du conflit, prend doucement le chemin de la guerre civile. Je ne suis pas venu ce soir pour vous dire que le Calvados ou Cabourg vont devenir Kaboul. Ça serait ridicule. Mais je sais que ce soir, vous aussi, vous êtes inquiets du chemin que prend notre pays. Visiblement, nous ne sommes pas les seuls à être inquiets. Voici l'affiche du film Civil War, 10e au box-office mondial cette année. Et celle de la géniale série La Fièvre, que vous connaissez peut-être, qui raconte l'histoire d'une France où tout s'embrase. Est-ce qu'on peut encore avancer ensemble? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Voici les questions qui nous ont poussés en 2016 à créer une organisation, une ONG, qui s'appelle Destin commun en France ou More in Common. La genèse de ce projet vient d'une tragédie qui nous a touchés personnellement. Il y a 8 ans, presque jour pour jour, était assassinée dans les rues de sa circonscription une jeune maman, une jeune députée britannique qui s'appelait Jo Cox, vous vous en souvenez peut-être. C'est un peu en hommage à elle et à son premier discours dans la Chambre des communes à Londres que nous avons créé cette organisation. Pendant ce premier discours, elle disait ces mots qui restent un peu notre mantra, que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Alors, depuis 2016, avec une équipe de chercheurs, on a essayé de comprendre les racines de nos divisions, de remonter un peu aux sources, pour comprendre pas tant ce que les gens pensent, leurs opinions, mais pourquoi ils le pensent. On a développé une méthodologie qui est un peu particulière et qui est entièrement tirée de la psychologie sociale. En fait, on n'a pas utilisé des catégories classiques, l'âge, le revenu, le lieu de résidence, le niveau de diplôme, le parcours d'immigration, etc. Mais on n'a vraiment que posé des questions issues de la psychologie sociale. Par exemple, on a demandé aux gens, est-ce que c'est plus important qu'un enfant soit créatif ou obéissant? Est-ce que vous vous sentez écouté ou à l'inverse méprisé? Est-ce que vous pensez que votre vie va dans le bon sens? Cette cartographie, cette nouvelle typologie des Français, on l'appelle les familles de valeurs des Français. Je répète encore parce que c'est très important que pour créer ces catégories, nous n'avons pas utilisé les catégories sociodémographiques classiques que vous connaissez bien, mais juste des notions de psychologie. On utilise ce travail avec des dizaines d'ONG dans tout un tas de domaines, le climat, l'immigration, le pouvoir d'achat, les conflits géopolitiques. Et ça s'avère très utile pour comprendre ces publics. Alors, ce travail est assez long et un peu compliqué, mais si les catégories marchent, normalement, en regardant cette slide, vous devriez peut-être vous reconnaître, ou votre tante Jeanne, ou un collègue, ou un ami, ou quelqu'un que vous n'aimez pas du tout, à l'inverse. Commençons rapidement par les militants désabusés. 12%
de l'échantillon national. Donc je précise, les pourcentages qui sont là, c'est représentatif à l'échelle du pays, 12%. Les militants désabusés, pour faire très simple, ils ont un regard universaliste sur le monde. Les identitaires, eux, sont 20%, fermés, intransigeants. Ils ont une définition étroite de la communauté nationale. Les stabilisateurs, eux, sont modérés, ils sont engagés, ils sont présents dans la vie de la cité, mais aussi, c'est important, ils sont ambivalents sur certains sujets. Les libéraux optimistes déjà, individualistes, entrepreneurs, 11%. Et puis un groupe qui est très important, parce que souvent on ne l'écoute pas et on ne l'entend pas, c'est les attentistes. Pour faire simple, ils sont totalement désengagés. Ils ont coupé le fil de la conversation nationale, ils ne participent plus. Et puis les laissés pour compte, ils se sentent abandonnés et en colère. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, on utilise cette typologie avec un très grand nombre de partenaires pour comprendre tout un tas de sujets de société. Mais pour que ça devienne un peu plus concret pour vous, on va regarder un exemple. Alors cet exemple, évidemment, je ne l'ai pas choisi par hasard. Il s'agit de l'identité de la France. Quand on propose ces deux propositions, on voit bien apparaître deux camps. D'un côté, ceux qui disent que l'identité de la France est en train de disparaître, 57%. Et puis de l'autre côté, ceux qui pensent que l'identité de la France, au contraire, se réinvente sans cesse. Alors, quand on propose dans ce schéma-là, on voit apparaître deux camps, voilà, classique, un qui pense une chose, l'autre qui pense l'autre chose. Mais quand on applique notre cartographie, vous voyez apparaître quelques nuances. Alors, et ça s'applique à tous les sujets sur lesquels on travaille. Ce qu'on voit apparaître, c'est à la fois des vrais points de désaccord, parce que le but de notre travail à destin commun, ce n'est pas d'écraser les différences. Au contraire, c'est de les regarder en face, mais aussi d'identifier certains points de consensus possibles. Par exemple, les militants désabusés et les libéraux optimistes répondent exactement la même chose à cette question. Vous voyez les pourcentages, 73, 24 pour les deux groupes. Or, ces deux groupes sont extrêmement différents. On est dans une période électorale, on va parler élection, les militants désabusés, ils votent plutôt à gauche, les libéraux optimistes, par exemple, ils votent plutôt Macron. Mais ils ont aussi un regard totalement différent sur la société. Ce travail, on l'utilise pour faire plein de choses, ça nous apprend plein de choses. Ça nous apprend que ça permet d'amener un peu de nuance et de complexité dans le débat public. Et puis ça nous permet, vous l'avez vu, d'écouter des groupes qui sont souvent complètement sortis du cadre. Mais un point qui me paraît essentiel, et en partie en ce moment, c'est que ça nous rappelle que la France, c'est pas Twitter. La France, c'est pas le plateau de BFM. La France, ça n'est pas que les voix de ceux qu'on a appelés les entrepreneurs du conflit qui sont mis en scène constamment dans une binarité sur les plateaux de télé, sur les réseaux de télévision. Il y a beaucoup plus de nuances et de subtilités là-dedans. Prenons deux exemples parmi les plus clivants de l'actualité récente. Le premier exemple, en juin 2023, vous vous en souviendrez, les émeutes suite à la mort du jeune Naël. Alors immédiatement, la machine médiatique s'est mise en branle pour opposer deux camps, un camp anti-flic contre un camp anti-banlieue. Plus encore, on nous a sommé de donner soit une cagnotte A en faveur de la famille de la jeune victime, soit à une cagnotte B en faveur de la famille du policier. Or, avec notre équipe, on a montré que l'écrasante majorité des Français qui s'inquiètent de l'hostilité envers les jeunes des quartiers s'inquiètent aussi de l'hostilité qui est réservée à la police. Deuxième exemple, dans la tragédie qui se joue sous nos yeux du conflit israélo-palestinien, là aussi, avec notre équipe, nous avons montré que la binarité qui nous invite à choisir un camp contre l'autre est en fait une illusion. Parmi les 67% de Français qui disent être inquiets pour la population palestinienne, l'écrasante majorité, 80%, est aussi inquiète pour la population israélienne. Encore une fois, vous voyez, la binarité, elle est mise en scène. Mais ça, la nuance, la complexité, peut-être que dans le public de TEDx on aime ça, mais dans la société dans son ensemble, ça passe pas bien à la télé. Et ce n'est pas que la faute des programmateurs de télé qui mettent en scène cette télé-clash constamment. C'est aussi notre faute, parce qu'on est un peu accro à cette opposition constante. Cette télé-clash, elle contribue aussi à un phénomène que nous avons étudié aux États-Unis qui s'appelle le perception gap, l'écart de perception. Alors le perception gap que nous avons mis au point, il permet de mesurer l'écart entre la perception que vous avez des opinions de vos opposants et la réalité de leur perception. Sur tout un tas de sujets,
Parmi les plus clivants dans la société, les violences policières, l'islam, l'immigration, le sexisme, etc., on a mesuré un énorme gap de perception. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à exagérer l'extrémisme des positions de ses opposants. En fait, on se comprend très mal les uns des autres. C'est comme si on se baladait dans ces fêtes foraines, vous vous souvenez, avec des miroirs déformants, comme si on jouait à se faire peur. En réalité, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que, finalement, vos opinions ne sont pas si différentes que celles de vos opposants. Mais là aussi, la machine des miroirs déformants se met en branle. Pourquoi ce travail est-il important ? Si notre travail et bien d'autres montrent que la polarisation est en partie une mise en scène, une illusion, ça ne la rend pas moins dangereuse. Pendant la pandémie du Covid-19, des études scientifiques très sérieuses ont montré que les sociétés les plus polarisées étaient celles qui avaient déploré le plus de morts. Parce que quand mettre un masque ou se faire vacciner, ça devient un sujet de bataille culturelle, le résultat se compte en milliers de morts. Mais ce n'est pas qu'en temps de pandémie que c'est important. On le sait tous, on fait face à des crises de société, des crises pour notre espèce humaine qui sont presque existentielles. La crise du climat, bien sûr, les défis posés par l'intelligence artificielle, le retour de la guerre, le retour même de la menace nucléaire en France et en Europe. Évidemment, on fait aussi face ces jours-ci en France, dans notre pays, à une crise démocratique peut-être sans précédent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense que nous avons besoin de nous. Nous avons besoin de nous tous. Nous avons besoin de dire, chacun et chacune d'entre nous, que oui, avancer ensemble pour résoudre ces problèmes, sans écraser nos différences, c'est un projet vital. C'est un projet presque existentiel maintenant. Mais c'est aussi un projet enthousiasmant, ça peut être un projet joyeux. Et nos études le montrent, c'est aussi un projet possible. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est évidemment, il va y avoir un choix démocratique devant nous, mais aussi il y a des choix qu'on peut faire, nous, dans la vie de tous les jours. Par exemple, on peut s'éloigner un peu des réseaux sociaux. Je n'ai pas besoin de vous expliquer l'impact des réseaux sociaux sur tous les phénomènes que je viens de décrire. Et voilà bien un sujet, et ils sont rares, où tous les Français sont d'accord. 71% des Français pensent que les voix les plus extrêmes prennent trop de place sur les réseaux sociaux. Plus encore, 3 Français sur 4 sont pour l'interdiction totale des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Mais on peut faire plus que s'éloigner de TikTok. C'est déjà pas mal. Faites-le si vous ne le faites pas encore, éloignez-vous de TikTok. On peut faire plus. Dans le cadre de notre travail, on mène des enquêtes qualitatives, des fameux focus group, un peu partout en France. On en a organisé encore il y a quelques jours à Dijon. Pendant ces groupes-là, on réunit 8 ou 10 personnes pour parler un peu des sujets de société qui nous intéressent. Et on dédommage les participants, donc on leur donne un petit peu d'argent pour payer leur transport, etc. Alors ce qui se passe, c'est encore arrivé l'autre jour, à la fin de ces groupes-là, les gens nous disent merci. Ils nous disent que ça fait du bien de s'écouter. Ils nous disent que ça fait du bien de parler pendant 2 heures avec des gens qu'on ne connaît pas de la société sans se hurler dessus. Il y en a même qui nous demandent s'ils peuvent venir le lendemain, mais sans être dédommagés. Voilà, donc on peut tous agir. Alors je pense, j'en suis vraiment convaincu, que nous sommes face à un choix. Ce choix, il est là, il est devant nous, on en est tous conscients. Il est existentiel, il est bien réel et il est là. Alors posez-vous la question. Ce sera la division ou un destin commun ? Merci.